C'est toi, hein, que je regarde. Ouais. Excuse-moi. Je l'ai mis où le livre de design thinking? Le quoi? Le design thinking, voyons. Bon bah on va demander à Nicolas. Nicolas Maviat, je suis responsable pédagogique du master spécialisé marketing, design et création qui est délivré par Audencia et l'école centrale de Nantes. En fait, c'est un peu chiant de parler de design thinking pour plein de raisons. C'est que c'est un sujet qui est un peu crispant en ce moment, au sens où il y a une espèce d'effet d'aubaine dans le milieu du conseil notamment, sur une nouvelle approche. On sentait qu'il y a besoin de fraîcheur. Et du coup, ça a un peu brouillé les cartes. On a un peu de mal à définir ce que c'est, alors que tout le monde sait, entre guillemets, ce que c'est. Quand on parle de design, la recherche académique va essayer de bien définir les périmètres, les contours, de préciser la chose. Dans la réalité, une boîte comme Idéo va dire tout le monde est designer, ce qui va évidemment fâcher les designers. Donc on a quelque chose qui est un peu flou, qui est entre la communication, entre l'académique, qui est enseigné de manière un peu particulière d'ailleurs en fonction des écoles. Et donc tout ça, ça donne un objet un peu complexe à appréhender. Et cette dimension un peu marketing là, qui a été mise en place par toutes les boîtes de conseil, rajoute cette couche de complexité et de manque de clarté. Donc si je vais dire ça simplement, le design thinking c'est de la stratégie de conception centre usager. Ça se déploie sur à peu près tous les territoires et toutes les manières de faire du design. Et puis c'est à peu près tout. Donc c'est un objet qui finalement est assez simple, qui est facile à concevoir, mais qui s'approprie de manière extrêmement différente. Ce qui est intéressant dans l'histoire du design thinking, c'est que c'est arrivé à un moment donné où après la première bulle Internet du début des années 2000, on sentait qu'il y avait un besoin dans les entreprises qui ont vu arriver des gros acteurs technologiques immenses qu'elles n'attendaient pas, de se dire zut, comment est-ce qu'ils ont fait? Et ça a été un peu mêlé avec une vague à partir de 2008 de Lean Startup, de méthodes agiles, et une espèce de gloubi-boulga comme ça qui s'est créé autour d'eux. Il faut penser de manière innovante, il faut penser comme les startups, etc. Donc là-dedans, tirer le fil, c'est pas facile, parce qu'on se rend compte que finalement, d'un côté, on a eu une grosse recherche, il y a eu des gros travaux menés sur la co-conception, crowdsourcing, crowdfunding, toutes ces choses-là, donc qui était une branche. D'un côté, on a eu de la recherche sur le milieu des startups et comment elles innovent en l'absence de marché réel. Donc comment est-ce que je trouve des produits et je crée un marché. Donc là, il y avait tout un truc sur le MVP, sur le maquettage, etc. Et à côté de ça, on a des designers qui se sont dit il faut qu'on brande nos pratiques en expliquant que tout le monde peut se les approprier. Et donc on va expliquer aux marketeurs dans les entreprises que oui, ils sont designers et ils peuvent oui faire des ateliers créa, ils peuvent oui avoir des bonnes idées. À nous après de les faire atterrir. On se retrouve avec le design thinking qui est un objet à périmètre super variable. Personne n'est d'accord dessus, et tout le monde se l'approprie pour essayer de gagner un peu d'argent et surfe sur la tendance. Ce qui m'ennuie là-dedans globalement, c'est qu'en fait, si on se ressent, on est extrêmement basique, le design thinking c'est de l'empathie, c'est une approche qui est créative, mais au sens résolution de problèmes, non pas à la manière d'un ingénieur, mais résolution de problèmes entre guillemets dite créative. Et derrière, on va avoir une pratique du maquettage qui est un peu plus particulière parce qu'on va assumer des objets intermédiaires, on va assumer des choses moins abouties que ce qu'on a d'habitude dans le répertoire ou le registre de l'ingénierie. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que finalement, en entreprise, quand je le vends, pas moi, mais quand consultant ou d'autres personnes vendent ça en entreprise, on va avoir des gens qui vont se dire je vais aller voir le client, ou l'usager d'ailleurs, c'est mieux de parler d'usager. J'en ai vu 3, 4, 5, je définis un insight. Arrive là-dessus à peu près, il y a quelques années, ça arrive plus tard que le Lean Startup, mais le bouquin sur le business model, qui a évidemment cassé les trucs parce qu'on a cru pendant longtemps, les gens continuent de croire qu'en représentant une carte d'empathie avec un persona et qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il écoute, on avait fait le job d'immersion, ce qui est évidemment pas le cas, mais bon, au moins c'est un outil qui a vulgarisé la chose. Donc on pense qu'en allant aller voir 2-3 personnes, ou même 10, admettons, on a fait le job. Ensuite on pense, et cette mode me fatigue un peu du hackathon, je vais craquer votre entreprise en 3 heures, non, ça fait 10 ans qu'ils sont dessus, ils ont eu du mal. C'est pas en 4 heures, en connaissant pas le sujet, qu'on va craquer la chose, on va avoir des idées, mais on fait pas vraiment de lino, c'est un autre sujet ça. Et donc on a cette partie créativité où les gens se disent oui, j'ai appris à faire du post-it, on se met ensemble et on va faire quelque chose. Et cette partie maquettage qui prend un peu de temps encore à arriver, mais qu'on voit arriver de plus en plus, les gens sont pas encore au niveau maquettage de ce qu'ils sont actuellement sur la créativité. Où on va faire des trucs rapidement, on va les tester et on va itérer sur ça. Donc c'est intéressant parce qu'une acculturation,
de la part de personnes qui n'avaient pas l'habitude de se poser des questions sur l'innovation ou sur ces enjeux-là, donc ça c'est vachement intéressant. Mais il y a un vrai enjeu derrière d'appropriation, de qui fait quoi, et en fait on en revient à nos périmètres du début, d'ailleurs c'est assez drôle, la boucle un peu bouclée, où on se retrouve typiquement, Thierry Lehmann en cours l'autre jour qui dit j'ai mon directeur des achats qui vient, qui a fait une formation au design thinking et qui me dit il faudrait faire ça, 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 et il dit oui, mais c'est une idée, c'est pas une innovation en tant que telle. Donc ça c'est un sujet qui est intéressant, comment est-ce qu'on s'est approprié la surface, le vernis d'une pratique, comment est-ce que ça s'est bien disséminé, extrêmement bien vulgarisé, et maintenant limite on revient en arrière en se disant mais est-ce que le design thinking marche ou pas? Et moi je rencontre de plus en plus de personnes qui disent le design thinking c'est n'importe quoi, ça marche pas. Ce à quoi on peut répondre que le design thinking c'est une approche sérieuse qui prend du temps, c'est long, qui n'a aucune garantie de succès, et que c'est un processus d'innovation comme un autre, ni supérieur ni inférieur, mais qu'il faut l'appréhender dans les règles de l'art et vraiment s'investir pour le faire. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est clé et qui me paraît clé dans ce qui se passe en ce moment, en tout cas sur le design thinking, c'est la capacité qu'ont les gens qui pratiquent le design thinking à exécuter l'idée. Donc il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles on a créé des labs d'innovation qui sont dans la réalité des labs de créativité. On a plein de concepts ou d'idées. On fait des jolis moodboards, des dessins, des bandes dessinées. Et puis après l'atterrissage est douloureux parce que globalement il ne se passe pas grand chose. Et on a un vent important aux États-Unis que les gens n'ont pas encore bien scanné, qui est que énormément de grosses boîtes sont en train de fermer ces labs. Parce que ce sont des labs qui n'exécutent pas des idées. Donc il y a un énorme enjeu, donc là on peut parler de garage corporate, de plein d'autres manières de travailler, un énorme enjeu sur l'exécution de l'idée et de tout ce qui sort du design thinking. Ça c'est quelque chose qui est absolument clé, ce qui implique de faire du change, ce qui implique d'avoir des méthodologies assez particulières pour vraiment immerger l'entreprise et faire déboucher. Ce qui doit aussi être rassurant pour les designers, qui se sont vus dépossédés pendant un moment de leur pratique, quand tout le monde s'est mis à faire du design thinking, c'est que finalement, quand il faut faire atterrir le truc, celui qui s'est dessiné faire de la 3D et parler à l'ingénieur, c'est le designer et c'est pas le marketeur. Et donc là, on a un gros gap, quelque chose qui est assez intéressant à analyser. Le troisième élément sur le design et design thinking qui me paraît clé, c'est la manière dont les écoles de commerce se le sont appropriées. Et ça, c'est un sujet que les écoles de design n'ont pas encore bien, je crois, malheureusement bien appréhendé. En école de commerce, on fait tout ce qu'on peut pour être un peu, entre guillemets, en avance, et donc on est à l'écoute de tout ce qui se passe. Il y a eu ce vent-là qui est passé, et on s'est dit, il faut le faire. Donc au même titre que, je sais pas, moi, l'ESSEC fait des cours de code, à Audencia, on en fait aussi, enfin, tout le monde en fait. On s'est dit design thinking, et donc on voit arriver des cours en design thinking. Et donc on se met à filer 30 heures à un étudiant, on lui dit, c'est bon, tu sais faire du design thinking, ce qui est évidemment une ânerie monumentale, mais qui contribue à brouiller le marché et qui repose la question de l'expertise réelle. Et là, il y a un autre élément dans les écoles que je trouve assez incroyable, c'est que les outils de conception sont de plus en plus vulgarisés. Tu es derrière la caméra, tu es en train de filmer, comme le ferait un designer, certainement. La moitié des gens dans le master savent utiliser de la 3D. On peut continuer comme ça jusqu'au maquettage, au prototypage, il y a une appropriation de ces choses-là, dans certaines briques de certaines écoles, qui poussent la chose assez loin, et qui, je pense, est un vrai sujet de débat entre la dimension pédagogique école de commerce et pédagogique école de design, parce qu'il y a toute une partie comme ça, mais réelle pour le coup, c'est pas juste le vernis design thinking, il y a une vraie dimension appropriation des pratiques du designer en école de commerce, qui je trouve pose un vrai sujet. Sans être pour ni contre, je trouve que c'est un vrai sujet de débat. Et si on rajoute là-dessus les écoles d'ingénieurs évidemment, on contribue à avoir un truc qui est encore plus difficile à comprendre et encore plus complexe. Voilà un peu en quelques mots l'idée, enfin les quelques éléments clés que j'avais envie de partager sur le design thinking.